oui. Alors, on reprend donc pour cette deuxième session. Je remercie l'ambassadeur, toutes les autorités et les organisateurs de cette journée. Et je les remercie pour m'avoir confié la modération de cette table ronde sur les politiques d'intégration linguistique des migrants adultes et enfants. Je pense qu'effectivement, c'est une question qui est extrêmement importante. On connaît toutes les métaphores de la langue comme patrie, comme demeure, case, horizon, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui a une importance cruciale dans la construction d'une nouvelle identité pour les migrants et que c'est un défi énorme pour l'enseignement de ces langues. On peut penser bien entendu à tous les écrivains qui ont réussi à s'imposer dans une langue qui n'était pas la leur, qui est un exemple excellent pour tous ceux qui doivent se lancer dans ce parcours. On peut se demander si c'est l'intégration qui favorise l'apprentissage de la langue ou le contraire, justement, l'apprentissage de la langue qui favorise l'intégration. Je pense que les questions qu'on se pose, c'est quelles sont les ressources qui sont mises à disposition, quelles sont les structures, comment est-ce qu'on peut évaluer les compétences linguistiques des migrants, quels sont les besoins spécifiques des migrants adultes par rapport aux migrants enfants et adolescents, le rôle des enseignants qui sont certainement des médiateurs et le rôle de l'interculturel dans ce type d'approche. Je vous propose de commencer en écoutant Maria Forte, qui est préfet, vice capo dipartimento della Direzione Generale per le Politiche Migratorie, Autorità Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. Grazie, buongiorno a tutti. Vorrei dire preliminarmente che la formazione linguistica è uno degli elementi essenziali per l'integrazione, che favorisce l'integrazione. Senza la conoscenza della lingua non c'è possibilità, o comunque è assai complessa l'educazione sociale e civile. Quindi il Ministero dell'Interno ha sempre dedicato la massima attenzione a quella che è la formazione linguistica dei cittadini dei paesi terzi. E d'altra parte la rilevanza della formazione linguistica è anche prevista dal nostro ordinamento, perché il richiedente di permesso di soggiorno, nel momento in cui presenta la domanda purché il permesso di soggiorno non sia inferiore ad un anno, sottoscrive un accordo di integrazione presso lo sportello unico dell'immigrazione, che è un ufficio della prefettura che cura le procedure di ingresso degli stranieri provenienti dai paesi terzi, accordo di integrazione che prevede tra le diversi elementi la formazione linguistica. Per supportare l'attività del nazionale per la formazione linguistica, sin dal 2010, perché queste norme sono state introdotte nel 2009, fin dal 2010 il governo dell'epoca, e poi è proseguito e anche tuttora è presente, ha rinforzato e potenziato le attività di collaborazione interistituzionale con il Ministero
dell'istruzione, con il Ministero dell'Università e della Ricerca, con gli uffici scolastici regionali, con le regioni che hanno la competenza poi specifica, e creando sostanzialmente non più diciamo un'attività e azioni o interventi a progetto, ma un'azione di sistema, e quindi intervenendo sulla formazione linguistica con delle linee guida che fossero parametrate alle certificazioni europee e sostanzialmente compendiate in dei piani regionali a contenuto omogeneo. Per procedere a questo diciamo empowerment dell'attività si è fatto ricorso al supporto dei fondi europei fin dal 2010 con il Fondo Europeo Integrazione. Importanti risorse sono state impegnate proprio per consolidare questo sistema, ed è proseguito come nel 2000 con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione con il Programma Nazionale 2014-2020, e attualmente nel fondo che è ripartito, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, sempre il FAMI, 2021-2027. Si tratta sostanzialmente di progetti che prevedono, di interventi e di piani che prevedono un livello nazionale appunto di cooperazione, di coordinamento nazionale per linee guida omogenee, e di un livello più specifico territoriale, quindi di attività diciamo più dedicate, questo soprattutto per i vulnerabili, perché insomma gli interlocutori non sono tutti dello stesso livello. Si parla dal livello A1, quindi di alfabetizzazione, fino almeno al livello B2. Diciamo che già nel 2014-2020 i piani formativi regionali che sono stati approvati via via nel tempo sono stati circa 40 e sono stati erogati 7.938 corsi nel periodo del programma nazionale, grazie proprio ai fondi europei, e formati 103.000 cittadini di paesi terzi, di cui 19.300 da un target vulnerabili provenienti da target, e sono state rilasciate 64.320 attestazioni. Inoltre, proprio grazie a questi fondi messi a disposizione, sono stati anche redatti dei sillabi formativi, piattaforme didattiche, prodotti multimediali e materiali didattici e guide informative, proprio per facilitare e omogeneizzare l'intervento sulla formazione. Analoghi interventi, diciamo anche con l'esperienza passata, sono attualmente in corso. Io sono autorità di gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, e la formazione linguistica appunto rappresenta un elemento essenziale, per cui stiamo lavorando affinché partano il prima possibile, con un impegno di risorse per quanto riguarda il 2021-2027 per un triennio, per un percorso triennale di circa 28 milioni di euro, mentre nel 2014-2020 l'impegno di risorse finanziarie è stato di un po' più di 68 milioni di euro, ed è stato uno degli interventi più rilevanti dell'impegno del fondo passato, quello che si chiuderà a giugno. Direi che poi, per quanto riguarda le modalità di interazione con gli insegnanti o le modalità di erogazione del servizio, è il Ministero dell'Istruzione che poi determina quali sono le priorità, anche in stretto raccordo con la competenza regionale. Quindi per noi questo è lo schema, ma tutto avviene in un ambito appunto coordinato, perché non potrebbe essere diversamente.
Allora, passiamo alla Francia. Et je donne la parole à Frédéric Sanson, qui est sous-directeur adjoint de l'intégration des étrangers au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, à la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Merci. Alors oui, c'est toujours intéressant de comparer les expériences. Et d'ailleurs, la présentation que vient de nous faire Madame la Préfète montre qu'entre le modèle français et le modèle italien, comme dans beaucoup d'autres choses, il y a des similitudes effectivement intéressantes. Alors, la politique d'intégration, aujourd'hui, c'est, on va dire, une des deux jambes de la politique française en matière d'immigration. Vous avez peut-être entendu parler de la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, qui vient d'être promulguée vendredi dernier. La philosophie de cette loi, en fait, c'est précisément que la contrepartie de politique, on va dire, plus rigoureuse en matière de conditions d'entrée des étrangers en France, c'est un investissement sans précédent dans les politiques d'intégration. De fait, les politiques d'intégration en France, elles se sont considérablement renouvelées, notamment depuis un comité interministériel qui a eu lieu en 2018 et qui a conduit à l'élaboration d'un plan d'action interministériel. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est le ministère de l'Intérieur, la Direction générale des étrangers en France, qui est dépositaire de cette politique d'intégration des étrangers, mais ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, avant 2009, c'était le ministère des Affaires sociales qui portait les politiques d'intégration. Ensuite, en 2009, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, a été créé le ministère de l'Immigration. Et donc, effectivement, on a réuni toutes les compétences ayant trait à l'immigration, y compris la compétence intégration, dans le périmètre intérieur. Mais notre service, en fait, bien qu'hébergé au ministère de l'Intérieur, en fait, il travaille vraiment de façon interministérielle, avec des partenaires très fréquents. Alors, la délégation générale à la langue française et aux langues de France en fait partie, tout comme nos collègues du ministère du Travail, du ministère du Logement, du service public de l'emploi, hier Pôle emploi, aujourd'hui France Travail, et tout comme également le ministère de l'Éducation nationale et les ministères sociaux dans les compétences qui les intéressent. Alors, dans la panoplie des politiques d'intégration, bien sûr, la formation linguistique, elle joue un rôle fondamental puisque, quelque part, c'est le fondement, la base, les fondations sur lesquelles l'étranger primo-arrivant construit son parcours d'intégration. Avec une difficulté toutefois, c'est que en même temps, on refuse d'en faire un préalable. Pourquoi ? Parce que dans un monde parfait, effectivement, il faudrait que les étrangers primo-arrivants puissent d'abord se consacrer à leur formation linguistique et à la formation civique aussi, qui va de pair avec la formation linguistique. Dans le monde réel, en fait, en réalité, souvent les étrangers primo-arrivants se retrouvent à devoir arbitrer pour des raisons de ressources économiques entre prendre un petit boulot rapidement qui va leur laisser assez peu de temps et effectivement consacrer le temps nécessaire à l'apprentissage de la langue française. Alors j'y reviendrai parce que justement la loi qui vient d'être promulguée propose une solution assez innovante à cette injonction contradictoire. Alors le dispositif en France est un petit peu différent du dispositif italien. D'abord parce que donc en France c'est donc la Direction générale des étrangers en France, Direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, qui pilote la politique d'intégration et qui, ça peut paraître curieux, mais c'est notre direction qui élabore les mallettes pédagogiques pour les formations linguistiques qui sont mises en œuvre par un opérateur de l'État,
l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, dont vous avez d'ailleurs le représentant ici même en la personne de Monsieur Fabry. Et donc l'OFII est l'opérateur de l'État qui concrètement passe les marchés avec des formateurs linguistiques et des formateurs civiques et qui concrètement ensuite accueille les étrangers primo-arrivants pour leur délivrer les formations. Alors en France, ça se formalise à travers la signature de ce qu'on appelle le contrat d'intégration républicaine, le CIR dans notre jargon. Donc le contrat d'intégration républicaine, en fait, c'est un contrat à travers lequel, d'abord, enfin, en préalable de la signature du CIR, il y a un test de positionnement linguistique, c'est-à-dire qu'on va évaluer le niveau de langue de l'étranger primo-arrivant. Et tous les étrangers primo-arrivants qui sont évalués à un niveau infra A1 du référentiel européen des langues, donc sont orientés vers des formations linguistiques obligatoires. Quand je dis qu'elles sont obligatoires, c'est que en fait, à travers la signature du CIR, donc le stagiaire du CIR s'engage à une obligation de sérieux et d'assiduité dans le suivi des formations. Et le respect ou pas de cette obligation de sérieux et d'assiduité est évalué ultérieurement lorsqu'il fera la demande d'un titre de séjour pluriannuel, c'est-à-dire d'une carte de séjour pluriannuelle. Cette obligation demeure, y compris avec le nouveau dispositif de la loi dont je vais vous parler dans un instant. Alors, pour vous donner quelques données chiffrées, on a à peu près 280 000, 300 000 étrangers qui rentrent en France chaque année. Parmi eux, un peu plus de la moitié sont des étrangers qui sont là à titre temporaire, c'est-à-dire soit des étudiants, soit des travailleurs saisonniers ou temporaires, donc qui ne sont pas dans une logique d'intégration durable. Et donc les signataires du CIR en France, c'est à peu près 120 000 personnes sur le rythme des dernières années. Et sur ces 120 000 personnes, on a à peu près 55% qui se voient prescrire des formations linguistiques, c'est-à-dire qui sont évaluées à un niveau infra A1. Alors ensuite, donc ces personnes, en fonction du positionnement de leur niveau de langue, elles se voient proposer en fait différentes formules de parcours de formation linguistique. Un forfait de 100 heures, un forfait de 200 heures, un forfait de 400 heures ou un forfait de 600 heures. Les forfaits de 400 heures et a fortiori de 600 heures étant réservés plutôt pour des étrangers qui viennent de pays où les défaillances du système éducatif font que soit ils sont pas ou peu passés par un système éducatif qui leur a permis on va dire, de s'alphabétiser et qui donc sont évalués, comme on les appelle, comme des non-lecteurs, non-scripteurs. Donc, ils suivent le parcours donc, en fonction du volume d'heures qui leur est prescrit. Pour l'atteinte d'un niveau A1, niveau A1, en fait, qu'ils atteignent en moyenne à 67% selon les chiffres de ces dernières années. Donc ça, c'est le dispositif d'avant la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, puisque cette loi, en fait, elle apporte une nouveauté notable, c'est que à travers cette loi, en fait, on a décidé d'abord de rehausser la prescription linguistique du niveau A1 vers le niveau A2, y compris en investissant dans le financement d'heures de formation linguistique supplémentaires. Donc on va rajouter 200 heures supplémentaires à tous les forfaits existants, donc ce qui veut dire que dorénavant, à compter de l'entrée en application de ce volet-là de la loi qui techniquement entrera en application le 1er janvier 2026, on aura donc 5 forfaits linguistiques, un forfait de 200 heures, un forfait de 300 heures, un forfait de 400 heures, un forfait de 600 heures et un forfait de 800 heures pour amener en fait les personnes qui sont évaluées en infra 1 et a fortiori en infra A2 vers le niveau A2. Donc ça, c'est la première nouveauté. Deuxième nouveauté, surtout, c'est qu'on va conditionner la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle non seulement au respect de l'obligation de sérieux et d'assiduité, mais à l'atteinte effective du niveau A2 évalué à travers un test de certification linguistique dont on est en train de réfléchir en fait à la conception.
Et puis accessoirement aussi, même si ça nous concerne moins directement dans le séminaire d'aujourd'hui, à travers aussi la passation d'un test civique alors test civique avec la petite subtilité linguistique justement, qui est que de faire passer un test sur les principes et valeurs de la République à des personnes qui parfois ont un niveau de langue qui n'est pas très élevé, d'où effectivement la nécessité de concevoir un test civique avec des mises en situation un peu imagées, façon code de la route ou permis de chasse, et avec ensuite, on va dire, une difficulté croissante, puisque parallèlement en fait à ce que je vous ai décrit pour la carte de séjour pluriannuelle, donc pour laquelle en fait on impose une obligation d'atteinte du niveau A2, on a rehaussé les conditions de délivrance de la carte de résident qui supposeront l'atteinte d'un niveau B1, et puis les conditions de naturalisation qui supposeront l'atteinte d'un niveau B2. Voilà, donc on a un dispositif assez cohérent qui est mis en place à travers les dispositions de cette loi. Et alors, pourquoi le niveau A2 ? Le niveau A2, c'est vraiment, je dirais, le minimorum nécessaire, notamment, par exemple, pour pouvoir utilement bénéficier de l'accompagnement de France Travail ou du service public de l'emploi, suivre des formations professionnelles et donc ultérieurement s'insérer dans l'emploi, trouver un logement, etc. Donc il y a aussi une cohérence entre la détermination du niveau de langue et les autres aspects des politiques d'intégration, l'accompagnement social et professionnel. Avec une vigilance particulière, parce que dans ce public des étrangers primo-arrivants que je vous ai décrit, donc, qui recouvrent essentiellement de l'immigration économique de longue durée, de l'immigration familiale, et surtout pour un tiers des signataires du CIR, des demandeurs d'asile qui obtiennent le statut de réfugié. Dans le cas des réfugiés, souvent effectivement les difficultés pour atteindre le niveau A1 et donc a fortiori le niveau A2 sont démultipliés. Donc ça suppose effectivement vraiment un travail pour une pédagogie, on va dire, actionnelle, des mises en situation, un apprentissage de la langue qui leur permettent d'effectuer les démarches du quotidien, des démarches administratives, trouver un logement, rencontrer son conseiller France Travail, etc. Donc il ne s'agit pas non plus d'apprendre, on va dire, un français littéraire et académique, en tout cas pas tout de suite, ça c'est peut-être pour un petit peu plus tard. Et puis, alors je ne veux pas être trop long, donc je vais raccourcir la fin de ma présentation. Peut-être préciser qu'à côté des formations de l'OFI, on finance également ce qu'on appelle des ateliers sociolinguistiques. Donc ça, en fait, ce sont des formations à la langue française qui sont proposées par les associations localement, parfois d'ailleurs financées aussi en relation avec les collectivités locales, donc avec un enjeu fort de coordination entre le dispositif État et le dispositif des collectivités locales, qu'on essaye d'ailleurs de conforter à travers un dispositif assez récent, mais qu'on essaye de généraliser, c'est ce qu'on appelle les contrats territoriaux d'accueil et d'intégration, qui sont en fait un travail de contractualisation entre l'État territorial et les collectivités pour mettre de la cohérence en fait dans les initiatives des uns et des autres en matière de politique d'intégration. On met un accent particulier aussi dans ces relations avec les collectivités sur, par exemple, le rôle des régions pour la formation professionnelle. Et donc, on essaye aussi, dans le cadre des CTAI, d'obtenir des financements régionaux qui participent à des cours de français langue étrangère, mais à formation professionnelle. On développe aussi, sous forme d'expérimentation, des parcours de français à visée professionnelle qui peuvent venir se substituer au parcours plus classique de l'OFI, mais qui visent en fait à accélérer l'entrée dans l'emploi des étrangers primo-arrivants. Et puis, bon, on a d'autres initiatives qu'on finance, y compris d'ailleurs avec des fonds européens, du fonds Asile-Migration, le fonds Famille, que ce soit dans l'enseignement supérieur avec le programme M+, le réseau MENS et les diplômes universitaires passerelles, et puis un programme auquel on tient tout particulièrement qui s'appelle OEPRE, donc c'est l'acronyme de Ouvrir l'école aux parents
pour la réussite des enfants. Ça consiste en fait à faire venir les mères de famille dans les écoles des enfants d'étrangers primo-arrivants scolarisés. D'abord parce qu'on se rend compte que les femmes, souvent, elles restent chez elles et elles sont un petit peu, on va dire, les grandes perdantes de l'accès aux politiques d'intégration. Donc le dispositif au EPRE, il permet de faire sortir les femmes de leur foyer et de venir à l'école de leurs enfants. Et donc à travers, on va dire, la scolarisation des enfants, on essaye de repêcher les femmes en fait pour participer à leur politique d'intégration. Et puis dernier point pour conclure. Je vous disais tout à l'heure que la loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, elle proposait, on va dire, aussi une solution pour répondre à cette injonction contradictoire entre formation linguistique et insertion dans l'emploi dès l'arrivée sur le territoire français. Donc ça, c'est le dispositif de l'article 23 de la loi, en fait, qui prescrit aux entreprises qui emploient des salariés allophones de leur dégager du temps de travail rémunéré pour poursuivre leur parcours de formation linguistique. Et donc là, concrètement, ça veut dire que désormais, un étranger pourra être dans l'emploi et disposer d'un peu de temps libre pour continuer son parcours de formation linguistique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, en fait, parce que c'est vraiment, je dirais, la levée d'un des obstacles majeurs, en fait, pour l'atteinte d'un niveau de langue dès les premiers mois et les premières années de la présence en France. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement détaillée et précise. Et déjà, les similitudes et les différences apparaissent entre les systèmes français et italiens. Et je passe la parole maintenant à Claire Extramiana, qui est chef de la mission maîtrise de la langue et action territoriale, ministère de la Culture, présidente du comité exécutif du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe, avec peut-être entre autres, en tout cas, un complément et un lien avec l'avant-dernière chose que vous avez abordée, c'est-à-dire il y a les adultes, mais il y a aussi les jeunes. Oui, en effet. Il ne faut pas oublier les enfants parce que ces personnes dont il a été question, qu'on désigne sous le terme de migrants, eh bien, souvent viennent avec leurs enfants. Et ça correspond du reste. Alors, en plus de ces familles et du droit à la famille, on a aussi la question des mineurs isolés. Et donc, effectivement, ces mineurs isolés font partie de ce groupe de la population scolaire, au même titre que les enfants qui sont là avec leurs parents ou qui ont rejoint leurs parents. Il faut savoir que le système scolaire français a l'obligation d'accueillir ces enfants au même titre que tout enfant présent sur le sol. Donc ces enfants, ils sont environ 80 000 par an accueillis dans des dispositifs, pour l'essentiel un dispositif d'accueil scolaire. Ils sont qu'on appelle les unités pédagogiques pour élèves UPE2A. Attendez, c'est un sigle, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, UPE2A, le sigle en français. On a beaucoup de sigles dans la langue administrative. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, ces élèves sont testés. Il faut savoir qu'environ 20% de ces élèves n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, ce qui finalement doit être pris en compte par les enseignants, et c'est vraiment une grande difficulté. Et plus l'élève est âgé et plus finalement sa mise à l'écrit, son alphabétisation est compliquée, bien sûr. Pour ces élèves-là qui n'ont pas été alphabétisés parce que pas scolarisés, on s'oriente souvent vers la voie professionnelle, c'est-à-dire qu'on essaie de les former professionnellement aussi, et ça fait partie de l'obligation scolaire. Donc, sinon, ces élèves testés vont être inscrits dans une classe dite ordinaire, mais vont bénéficier d'un soutien linguistique. En région parisienne, on a un nombre important d'heures pour ces élèves, notamment dans l'académie de Créteil, qui est à l'est de Paris, où il y a une grande quantité de personnes qui arrivent de l'étranger. On a ensuite Lyon, la région région Rhône-Alpes, toute proche
de l'Italie. Et puis, c'est, je dirais, l'essentiel. Et il y a aussi le nord de la France, hein, la région de Lille, qui est un bassin de migration important. Que dire de plus que, pour revenir aux élèves non scolarisés antérieurement, c'est-à-dire environ 20% de cette population scolaire spécifique, eh bien, on leur donne la possibilité de bénéficier d'un soutien scolaire une deuxième année, tandis que ceux qui ont été scolarisés antérieurement doivent quitter ce soutien scolaire spécifique et s'intégrer pleinement à une classe dite ordinaire. On mesure le défi que représente cette intégration scolaire, on mesure le défi que représente l'apprentissage de la langue de scolarisation. La langue de scolarisation, elle est au croisement aussi des inégalités sociales et nous savons qu'une proportion non négligeable d'élèves non étrangers, d'élèves français, ont des difficultés en termes de maîtrise de la langue dans les disciplines, mais c'est encore plus le cas, bien évidemment, pour des élèves qui arrivent de l'étranger. Je laisse maintenant de côté cette question de la scolarisation des élèves allophones et je vais aborder maintenant l'autre versant, à savoir celui des adultes. Pour ces adultes qui ne sont pas allés à l'école, je crois qu'il y a entre 10 et 20% des signataires du contrat d'intégration républicaine qui n'ont pas la maîtrise de l'écrit. Donc ça, c'est vraiment une question qui se pose en didactique du français, langue étrangère et langue seconde depuis des années. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où la loi exige un niveau de langue pour l'intégration qui passe aussi par l'écrit, eh bien, tout l'enjeu est de permettre à ces personnes qui ont une maîtrise faible ou inexistante de l'écrit d'accéder au niveau requis par la loi. Et on comprend de ce que vous nous avez expliqué, Frédéric, que finalement, sans une maîtrise minimale de l'écrit, on n'a pas un titre de séjour de plus d'1 an finalement, et qu'il faut donc renouveler la demande de permis de séjour chaque année. Peut-être juste une petite précision, parce que le diable est toujours dans les détails. En fait, c'est un point qui sera vraiment arbitré au niveau des décrets d'application de la loi, de savoir si on exige un niveau A2 oral et écrit, ou si on module un peu les exigences du niveau écrit. D'autant plus que ça a fait l'objet quand même de discussions assez vives dans les commissions des lois du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors ça sera sans doute pas un A1 écrit, un A2 oral, parce que là on divergerait quand même considérablement de la lettre de la loi, mais en tout cas il y aura peut-être une petite modulation entre le niveau oral et écrit dans les décrets d'application de la loi. Merci pour ce complément. Alors finalement, cette question de l'entrée dans l'écrit, elle est complexe et elle représente une double, voire une triple difficulté. D'abord, c'est enseigner l'écrit à des adultes. On n'enseigne pas l'écrit à des adultes comme à des enfants, pas du tout. Ensuite, c'est enseigner l'écrit dans une langue étrangère. À partir du moment où la personne, l'apprenant, ne maîtrise pas l'oral de la langue étrangère. Donc c'est éminemment complexe. Et puis, troisième difficulté, c'est enseigner l'écrit en français à des adultes qui ont finalement une familiarité très faible avec les apprentissages scolaires. Ce sont des personnes qui ont appris, ce sont des adultes qui se sont construits aussi par l'apprentissage, ça va de soi, mais cet apprentissage n'est pas passé par l'école et donc ça change la manière d'apprendre. Le Conseil de l'Europe, du reste, qui s'est beaucoup intéressé à l'intégration linguistique des migrants adultes, il y a notamment ce groupe de travail ILMA, intégration linguistique des migrants adultes, a
beaucoup insisté justement sur la présence d'un groupe vulnérable dans la population des apprenants de la langue du pays d'accueil, l'italien en Italie, le français en France par exemple, en parlant des non-lecteurs, non-scripteurs, des analphabètes, des personnes éloignées de l'écrit, éloignées des apprentissages scolaires, comme de personnes justement en grande difficulté face à une injonction des pouvoirs publics en matière de maîtrise de la langue. Le sujet suivant que je voulais aborder très très vite, c'était celui de la langue pour le travail. La langue pour le travail, ça c'est sur le versant didactique, un sujet sur lequel s'est penché le Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe, qui est situé en Autriche, dans une ville qui s'appelle Graz, et qui s'est penché sur ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le travail est une des conditions de l'intégration. Et on sait aussi la difficulté pour les personnes qui arrivent sur le marché du travail ou qui souhaitent accéder au marché du travail. On connaît la difficulté d'acquérir la langue avant la mise en situation de devoir communiquer dans la langue du pays d'accueil dans l'emploi. Donc c'est un petit peu un casse-tête finalement. C'est un casse-tête. À quel moment on doit se former à une langue étrangère ? Avant de travailler, pendant qu'on travaille, après avoir travaillé, etc. Donc effectivement, la disposition que vous venez de nous présenter sur la possibilité de prendre sur le temps de travail un moment pour se former à la langue du pays d'accueil, il me semble que c'est une grande avancée. Parce que c'est justement ce qui manque. Il y a de nombreux dispositifs en Europe, dans les différents pays qui ont justement mis comme priorité l'apprentissage de leur langue. Il y a de nombreux programmes justement qui permettent d'apprendre la langue en contexte professionnel. Néanmoins, on est quand même sur tout un panel de difficultés importantes. D'abord parce que la langue, selon les situations de travail, elle est différente. Je veux dire, le français ou l'italien de la construction, ce n'est pas le français ou l'italien dans la fonction publique hospitalière. Ce n'est pas le français ou l'italien dans un centre de soins, dans une maison de retraite, dans tous ces métiers qu'on dit en tension et qui font appel de manière massive à une main-d'œuvre d'origine étrangère. Donc, la didactique a encore une marge de progression pour permettre à ces apprenants leur permettre d'accéder justement à une maîtrise relative de la langue en contexte professionnel. Je vais très vite parce que nous avons peu de temps et que maintenant il faut vraiment se consacrer à l'essentiel. Je devance votre demande, madame. Donc justement, l'essentiel au ministère de la Culture, c'est finalement de contribuer à travers la culture, en rendant la culture accessible aux populations d'origine étrangère, c'est de contribuer à cette politique plurisectorielle de l'intégration dans notre pays. Donc le ministère de la Culture propose depuis 2015, ça a été mis en place au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, un programme qui permet de faire travailler ensemble des acteurs culturels avec des spécialistes de l'appropriation de la langue, donc le français en France. Et donc, ce sont des projets culturels qui sont proposés à des personnes d'origine étrangère, entre autres, qui ont un besoin de pratique de la langue. On sait que de nombreuses personnes d'origine étrangère vivent en milieu communautaire et ont peu d'occasions aussi d'interagir avec des locuteurs natifs. Et ça, c'est un problème. Donc, il s'agit de faire sortir ces personnes de leur isolement relatif et de leur permettre la connaissance de l'environnement social en mettant l'accent sur des projets culturels. On ne dira jamais à quel point
un projet théâtre, par exemple, peut permettre de dénouer des situations de crispation, et constitue un frein à la prise de parole. On ne dira jamais à quel point un atelier d'écriture aussi permettra une prise de confiance dans ses capacités d'apprentissage, etc., etc. Je vais très vite. Donc, ce programme que nous mettons maintenant en place depuis 2015, actuellement, chaque année, c'est un programme que nous conduisons en lien avec un certain nombre de ministères qui ont une responsabilité particulière. Donc, comme en Italie, il y a ce souci de travailler en interministériel, et notamment avec le ministère de l'Intérieur. On entend mal, d'accord, merci. Et donc, le musée du Louvre, je vais prendre un exemple emblématique. Le musée du Louvre accueille des groupes d'apprenants de français et leur montre les œuvres. Et leur montre les œuvres aussi avec le souci de leur montrer ce qu'il y a de plus beau dans ce musée, et ce faisant aussi le souci de leur faire pratiquer la langue. En fait, c'est la culture en français, c'est le français dans la culture, et nous sommes convaincus que l'impact est beaucoup plus important que l'investissement financier. Dernier point. Nous avons produit, en lien avec nos collègues du ministère de l'Intérieur, nous avons produit des glossaires bilingues de l'administration française. Donc en 2022, ils ont été publiés pour la version français-arabe, français-persan, français-soninké. Le soninké, c'est une langue d'Afrique de l'Ouest. Donc des langues parlées par les populations d'origine étrangère dans notre pays, et nous attendons la parution de la version français-ukrainien, français-russe, de glossaires bilingues différents. Et donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ces glossaires? C'est qu'ils permettent aux étrangers de comprendre les termes de l'administration française. Et dans le même temps, ils permettent aux services de l'accueil, qui accueillent ces étrangers, de comprendre tout l'arrière-plan culturel à ces termes qui restent inaccessibles aux étrangers et qu'il faut leur permettre de comprendre. Parce que sans compréhension de l'arrière-plan culturel, d'un terme, d'une notion, on comprend seulement 5% du mot. Pour comprendre le mot dans son entièreté, il faut savoir ce qu'il y a derrière ce mot. Et donc, je vais vous lire la 4e de couverture qui a été rédigée par quelqu'un de l'Académie française qui s'appelle Barbara Cassin. C'est une philologue et philosophe. Et donc, elle a écrit nom, prénom, date de naissance, situation de famille, adresse. Ces questions qui jalonnent les premiers contacts d'un étranger avec la France ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Nos formulaires sont redoutables. Sans en avoir l'air, ils contiennent des siècles de culture française. Alors, donc ces glossaires ont été réalisés par des traducteurs, passeurs, locuteurs de ces langues, qui ont fait ce travail extrêmement fin, extrêmement exigeant et ambitieux, justement, pour permettre le passage d'une langue à l'autre de cet arrière-plan culturel. Et donc, nous sommes très heureux d'avoir réussi à conduire ce projet en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, ici représenté. Et c'est quelque chose en quoi nous croyons. Pourquoi ? Parce que nous sommes persuadés que le postulat de ce projet, qui est celui de la reconnaissance réciproque, est la clé de la maîtrise de la langue et de l'appropriation de la langue pour le plus grand nombre. C'est parce qu'il y a ce dialogue entre les étrangers et les nationaux, entre les personnes qui arrivent en France et les services de l'accueil public, que finalement, il peut y avoir un désir aussi de parler et de communiquer avec la population majoritaire. Voilà ce que je dirais. Merci.
Merci infiniment. Vous avez répondu à beaucoup de mes questions, entre autres justement sur l'interculturel, le multilinguisme et aussi cette question pour moi fondamentale, est-ce que c'est l'apprentissage de la langue qui favorise l'intégration ou l'intégration qui favorise l'apprentissage de la langue? Et je pense effectivement que cette nouveauté de financement est très importante. On a 10 minutes 5 minutes pour les questions du public. Certo. Sì, vorrei solo integrare in relazione a quanto è stato espresso che in Italia per quel che riguarda l'ingresso, la formazione prepartenza, abbiamo la competenza del Ministero del Lavoro che ha diramato proprio recentemente linee guida per la formazione civico-linguistica da espletare nei paesi di origine e quindi collegata all'ingresso in Italia per motivi di lavoro. Per cui la selezione del personale che evidentemente viene richiesto per motivi di lavoro nel settore imprenditoriale ha somministrato un corso di formazione linguistica e civica prima della partenza, acquisito i requisiti. C'è l'ingresso in Italia per motivi di lavoro extra quota, che vuol dire che va al di fuori delle quote previste per gli ingressi per motivi di lavoro, quindi non viene nel range di quote previste. Altra questione che volevo precisare, in Italia grazie proprio alle risorse finanziarie messe a disposizione dal FAMI abbiamo dei progetti dedicati ai vulnerabili e quindi ai minori per una formazione dedicata, formazione linguistica dedicata. E abbiamo sempre, sono tutte interventi strutturati nell'ambito della formazione linguistica, la creazione di un osservatorio per la certificazione di qualità per la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di formazione linguistica sugli stranieri. Quindi tutto questo complesso di interventi e di azioni, quindi sono azioni di sistema, consentono anche di avere una contezza di quella che è l'integrazione degli stranieri. Parliamo di stranieri che appunto devono accedere ai servizi, che devono accedere al lavoro per vari motivi, non solamente e quindi certamente in Italia oltre alla normativa nazionale abbiamo sfruttato la possibilità di intervenire con diversi progetti anche con diverse caratteristiche che comportano il coinvolgimento di diversi attori istituzionali, non solo istituzionali ma anche del mondo del privato, dedicandoci alla formazione linguistica. Ovviamente i fondi sono dedicati non solamente alla formazione linguistica, ma abbiamo nell'ambito sanitario, nell'ambito culturale e quindi questo è dedicato alla formazione linguistica. Peut-être juste pour rebondir, effectivement, dans les politiques d'intégration, il faut bien comprendre qu'il y a 3 communautés d'acteurs en fait qui interviennent. Il y a le monde associatif, il y a le monde privé en fait. Et je comprends par exemple qu'en Italie, vous avez réussi à créer un marché de l'édition pour l'apprentissage de la langue italienne, etc. Ce qui chez nous en France n'existe pas en fait pour l'apprentissage de la langue française pour les adultes allophones. Et puis ensuite, effectivement, les acteurs institutionnels, État et collectivités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le défi principal pour ces politiques d'intégration, c'est vraiment la coordination et l'articulation
entre ces différents acteurs. Alors, je ne vous en ai pas parlé parce que ça ne rentre pas directement dans le champ des politiques linguistiques, encore que tout se tienne, mais en France, en fait, nous, notre actualité en matière de politique d'intégration, c'est un programme important qui s'appelle le programme d'accompagnement global et individualisé des réfugiés. C'est le programme AGIR, et c'est un programme en fait qui consiste pour l'État en fait à choisir un référent associatif unique par département, qui sera en fait le guichet d'entrée des publics réfugiés pour ce département, et à travers lequel les réfugiés recevront un accompagnement pour une durée maximale de 24 mois, qui doit répondre en fait à l'ensemble de leurs besoins, que ce soit l'accès aux droits, l'insertion dans un emploi durable ou l'accès à un logement durable. Et peut-être que ça c'est important aussi de bien le comprendre, c'est que dans les politiques d'intégration, tout se tient en fait. C'est-à-dire la langue, c'est une condition, et puis elle bénéficie aussi à d'autres formes d'intégration, notamment l'intégration dans l'emploi. Il en va de même, par exemple, pour l'accès aux droits. Vous savez qu'on a eu un petit débat en France sur la question de l'accès aux droits pour les étrangers primo-arrivants en situation légale. La réalité, en fait, aujourd'hui, c'est que sans un accès aux droits, il n'y a pas de politique d'intégration qui puisse réussir. Sans des solutions d'aide, par exemple pour la garde des enfants ou d'aide à la parentalité, on n'arrivera pas à faire sortir les mères de famille de leur foyer pour les conduire vers les formations linguistiques de l'OFI ou vers les ateliers sociolinguistiques. Et donc c'est pour ça qu'effectivement aujourd'hui c'est vraiment cette approche globale qu'on essaye de consolider pour le public des réfugiés. Alors, il ne faut pas se cacher, ça coûte très cher de faire ça. Et d'ailleurs, bon, je vous disais que les politiques d'intégration, elles avaient beaucoup évolué depuis 2018. Entre 2018 et aujourd'hui, on est passé d'un budget global, en fait, OFI plus programme du ministère de l'Intérieur, de 50 millions d'euros à plus de 170 millions d'euros. Donc c'est un effort quand même très significatif pour réussir l'intégration des étrangers. Alors maintenant, la question suivante, c'est effectivement, est-ce qu'on est capable de faire en sorte que notamment le secteur privé prenne le relais, par exemple. C'est ce que les Allemands ont très bien réussi. Les Allemands, en fait, ils ont une approche beaucoup moins administrée. Par contre, ils ont réussi à créer un marché privé de la formation linguistique à la langue allemande, un marché privé des manuels de formation linguistique et de formation civique pour l'intégration dans la société allemande. Et puis dernier point, et ça fera peut-être la transition aussi avec le programme de cet après-midi, peut-être un petit mot sur les outils numériques, parce que on essaye aussi de faire évoluer en fait notre offre grâce au développement d'outils numériques. Alors on a développé, notamment dans le contexte du Covid, des MOOC, comme on dit en mauvais franglais. Je ne sais pas s'il existe un acronyme en français. CLUM, d'accord. Voilà. Alors donc des CLUM, oui, des CLUM. Et alors c'est l'acronyme de quoi? Des CLUM, d'accord. Ouvert massif, d'accord. Donc des CLUM. Ouvert massivement, voilà. Donc des CLUM qui vont du niveau A1 jusqu'au niveau B2. Et puis on a développé aussi une application de géolocalisation de l'offre de cours disponible en proximité. C'est une application qui s'appelle Bonjour Bonjour et que vous pouvez télécharger sur vos smartphones favoris. Quand les étrangers auront appris tous les sigles et les acronymes des Français, l'intégration sera faite. Je ne sais pas s'il reste le temps pour une question. Oui, 5 minutes. Oui, je ne sais pas si peut... Ah voilà, il y a un micro qui arrive chez vous. Alors bonjour. Je voudrais poser une question ou même une réflexion, surtout sur la première partie du séminaire. Donc, on a parlé du français, respect à l'anglais. Quand je suis prof dans une école de l'âge de 13 ans jusqu'à 18 ans, donc on va voir aussi qu'on va s'imposer
aussi de parler du français respect à l'espagnol. Donc l'espagnol, c'est toujours plus choisi des élèves. J'ai remarqué aussi comme mère d'enfants, bon, maintenant ils sont plus âgés, mais quand même, quand mes enfants ils avaient de 8 ans à 13 ans, ils ne faisaient que voir des passionnantes séries hispano-américaines à la télé, où on chantait, il y avait de la musique et tout ça, qui faisait que chez les élèves aussi, les autres élèves, donc les camarades de classe de ma fille par exemple, ils allaient voir beaucoup ces séries et donc ils préféraient choisir finalement au collège la langue espagnole respect au français. Donc, ce serait intéressant de voir aussi une politique de jeunes. J'adore l'idée de penser, d'imaginer le français obligatoire à l'école élémentaire en Italie, de faire les CLIL en anglais et en français. Quand même, j'aperçois aussi une réflexion intéressante pour se mettre plus à côté des jeunes comme politique linguistique. Voilà, merci. Je ne sais pas si on peut... Il n'y a pas vraiment de questions. C'était une réflexion intéressante, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Grazie, sono Martine Boiteux, école des hautes études en sciences sociales de Paris et ancien membre de l'école française de Rome qui est au 2e étage de ce même palais. Une question tout à fait ponctuelle et précise, comment sont diffusés ces fameux glossaires? Et une question par rapport aux politiques de la langue et de la terminologie dont on a parlé avant. Est-ce qu'il y a dans les constitutions, dans les lois ou dans les politiques de la langue des règles qui fixent comment doit-on dire les noms des personnes, doit-on les traduire ou doit-on les laisser dans la langue originale, les noms des personnes, les noms des lieux, etc. Merci. Merci Madame. Alors moi je vais répondre à la première question, c'est facile, c'est très facile. En fait c'est la Maison de la Sagesse, Maison des Sagesses Traduire, hein, qui est présidée par Madame Barbara Cassin de l'Académie française et qui a réalisé le travail des glossaires bilingues de l'administration française et qui diffuse à la demande. Et moi, je vous conseille d'aller consulter le site des Maisons de la Sagesse. Et vous pouvez éventuellement aussi demander à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France de vous faire parvenir quelques exemplaires. Ça, c'est également possible et ça s'est vu. Le ministère de l'Intérieur étant lui aussi associé à la diffusion. Pour la deuxième question, je pense que c'est quelqu'un comme Monsieur Quillot qui pourrait peut-être proposer des éléments de réponse. Merci Claire. Alors, pour la terminologie, le vocabulaire recommandé, il est d'usage obligatoire pour tous les agents des services publics. Ces termes sont publiés au journal officiel, sont publiés au bulletin officiel de l'Éducation nationale, sont publiés également au bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche, et surtout, ils sont disponibles en ligne. Donc, il y a la base de données France Termes, qui est la base du ministère de la Culture. Ils sont aussi sur la plateforme data.gouv, parce que les données ouvertes et accessibles, c'est la clé pour l'avenir et pour l'intelligence artificielle. Ils sont aussi repris dans un certain nombre de bases de données. Donc, on les retrouve dans le dictionnaire des francophones, le DDF, qui est évoqué ce matin. On les retrouve, ils sont repris aussi chez nos collègues québécois. Donc, ils sont repris aussi dans des bases de données institutionnelles, en partie. Donc, on les retrouve dans IAT. Il y a des liens aussi donc à partir du dictionnaire de l'Académie française. Donc, ces termes sont largement diffusés en ligne par différentes plateformes. Et sur les noms propres, si c'était bien votre question sur les noms de personnes, alors ça c'est l'usage,
c'est l'usage, ce qu'on ne fait plus peut-être maintenant, par exemple en matière de toponymie, on ne crée plus d'exonymes. Mais malgré tout, l'usage se forge et l'usage varie. Il y a par exemple pour les noms de lieux, on peut prendre le cas de Kiev ou Kiev. Nous avons, par exemple, puisqu'il y a un conflit en Ukraine, on a constaté qu'on était passé très naturellement de Kharkov à Kharkiv. Enfin, en revanche, pour Kiev, on continue de dire Kiev, mais peut-être que dans quelques années, on va dire Kiev. Et ça, c'est le rôle de la commission de terminologie des affaires étrangères qui est compétente pour les noms de lieux, c'est-à-dire les noms de pays, de capitales, d'habitants, et les adjectifs qui sont liés à ces noms, pour donc tous ces noms qui sont utilisés par les affaires étrangères et qui sont aussi recommandés, publiés au journal officiel par le dispositif d'enrichissement de la langue française. Il y a une question ici devant. Merci. J'ai une question pour Messieurs d'Aquil, parce que je vois une grande différence entre la France et l'Italie. Et je trouve que c'est vraiment les moments de la pandémie qui nous permet de trancher la différence. Et je trouve qu'on est vraiment, en ces moments, du moins dans mon Italie à moi, qui est une petite région du nord de l'Italie, submergé par les globiches. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une perception qui n'a aucune valeur ou bien est-ce que ça correspond à la réalité? Merci beaucoup de me répondre. Sì, certamente il momento della pandemia è stato proprio un momento in cui gli anglismi in Italia sono diventati particolarmente numerosi, anche se si è recuperato triage, l'unico francesismo che in quel momento ha preso piede. E dunque bisogna dire che la Crusca in quel momento ha deciso di non fare interventi, ci è parso che la situazione fosse talmente complessa che aggiungere anche il problema linguistico non sarebbe stato opportuno, però effettivamente non ci sarebbe stato nessun problema ad allinearci alla Francia per confinamento anziché lockdown. È proprio un atteggiamento ideologico in cui, culturale, per cui effettivamente la presenza e diciamo pure l'invadenza dell'inglese è stata particolarmente forte. Quindi sì, siamo d'accordo, siamo perfettamente d'accordo. Infatti, insomma, non è stato un momento particolarmente felice in cui, ecco, certamente, insomma, l'assenza di politica linguistica ha pesato. Dobbiamo tenere presente anche che era una situazione politica particolarmente complessa in quel momento. È la stessa cosa per il campo dell'informatica. Si je peux me permettre L'italiano deve sapere l'inglese per conoscere il linguaggio informatico. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose par rapport à ce débat qui commence, un nouveau débat, quelle opportunité pour faire des recommandations de terminologie. Bien moi je pense, contrairement, je prends les choses plutôt en contre-pied. Je pense que précisément, en moment de crise, on a besoin de tous se comprendre. Et mon grand regret, par exemple, nous avons édité un petit vocabulaire, si j'ose dire, du confinement, en tout cas de la crise sanitaire, avec un certain nombre de termes en français qui permettent de mieux comprendre les réalités de ce que nos pays traversaient. Bien, moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir encouragé et recommandé l'emploi du terme foyer d'infection, foyer d'épidémie, en lieu et place de cluster. Parce que ma main au feu, que pendant 1 an, tout le monde parlait de cluster, personne ne savait exactement ce que cela signifiait. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci et bravo à tous les intervenants pour avoir
passionnant. Merci à tous, vous êtes tous les bienvenus au buffet qui vous attend dans la Galleria dei Murano et nous nous reprenons ici précisément à 14h.